questions israélo-palestiniennes clés de compréhension, un programme d'information pour mieux connaître et comprendre la situation au Proche-Orient. Voici donc une nouvelle vidéo du programme Clés de compréhension du conflit israélo-palestinien. Vous le savez, on essaye de vous donner tous les éléments pour vous faire votre propre opinion sur ce conflit qui déchaîne les passions et qui clive énormément nos sociétés. Jérusalem, une ville tous les jours dans l'actualité, comprendre l'histoire de Jérusalem, une histoire singulière, une histoire complexe, une histoire millénaire également. Avec vous, Catherine Nicot, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, vous êtes professeure émérite à l'Université de Reims. On vous doit notamment une histoire de Jérusalem aux éditions du CNRS. On le voit ne serait-ce que dans l'actualité. Déjà, Jérusalem est une ville complexe puisqu'il y a une vieille ville, on en parle souvent, et puis on distingue très précisément Jérusalem-Est de Jérusalem-Ouest. Pourquoi cette distinction ? Ça tient à l'histoire de la ville, bien entendu. La vieille ville, c'est la ville sacrée, en quelque sorte, avec le plus de sanctuaires importants. Et là-dessus, se sont développés à partir du milieu du 19e siècle des quartiers périphériques autour de la muraille de Soliman le Magnifique. Et il se trouve que pour des raisons diverses sur lesquelles on ne va peut-être pas s'appesantir déjà, la population juive, pas uniquement, mais c'est plutôt massée vers l'ouest, donc les quartiers ouest, et vers l'est, des quartiers musulmans qui se sont développés autour toujours de ce centre sacré entre tous, avec aussi des villages qui ont plus ou moins été annexés par la suite. Voilà, et comme vous l'avez dit d'emblée, pour comprendre Jérusalem, il faut comprendre l'histoire, parce que c'est une histoire très enchevêtrée. La vieille ville, c'est l'équivalent de la superficie de la place de la Concorde. Il y a des quartiers différents, quartiers arméniens, quartiers juifs, quartiers arabes, mais la voici donc mosaïque. Et puis, on retrouve cette bipartition, comme vous l'avez dit, entre Jérusalem-Est et Jérusalem-Ouest. Pour autant, ce qui est étonnant, c'est que lorsqu'on prend l'histoire de cette ville, elle n'était pas nécessairement promise il y a plus de 2 millénaires à cet avenir-là. C'était une ville, presque envie de dire, quelconque du Moyen-Orient. Alors, ça dépend à quelle période vous vous situez. Si on se situe en 1800, 1820... Ah non, moi j'étais bien avant. Bien avant. Bien avant. Non, je parle de l'Antiquité. Alors, si vous voulez remonter à David, c'est ça. Exactement, c'était à lui que je voulais remonter. Le roi David, il est censé avoir fondé cette ville autour de 1000 avant Jésus-Christ, mais rien ne prédestinait a priori dans le site Voilà, lui-même. C'est pour ça que je voulais vous dire que c'était... Parce que c'est une ville qui est à peu près à 60 km de la mer Méditerranée à vol d'oiseau, qui est entre le désert à l'est et une plaine côtière assez étroite, qui n'était pas très saine d'ailleurs. Et en fait, ce n'est pas vraiment un carrefour, il n'y a pas de rivière qui baigne cette ville. C'est pas non plus stratégiquement un point essentiel. C'est vraiment la sainteté du lieu qui a fait le destin de Jérusalem plus que toute autre chose. Et pourquoi le roi David a fondé ça ? On dit que c'est parce que c'était un territoire qui n'était pas attribué à une tribu justement juive qui voulait unifier. Et c'est pourquoi la ville est devenue un point focal, si vous voulez, dans le royaume de David qui joignait les tribus de Juda et les tribus d'Israël. Voilà. C'était un point central. Il a commencé à en faire un lieu saint particulièrement en y apportant l'arche d'alliance, l'étape de la loi plutôt dans l'arche d'alliance et dans un temple qui a encore été démontable, si on peut dire. Voilà. Alors, sans entrer effectivement dans les précisions de l'archéologie, parce que c'est une ville qui aujourd'hui est très explorée par l'archéologie. Oui, et très discutée sur les points archéologiques, donc je ne me risquerai pas trop. On ne va pas trop se risquer, mais malgré tout, si on fait un périple, donc là on est vraiment dans la vieille ville, donc ce périmètre qui est ceint de murailles, avec des portes de Jaffa, par exemple, où on a affaire à un certain nombre de lieux qui sont devenus des lieux saints. Alors les lieux saints, non seulement ils sont très nombreux, mais ils se superposent en quelque sorte. C'est le grand problème. Oui. À commencer par le mont du Temple, ce qu'on appelle le mont du Temple dans le monde juif, mais on peut l'appeler mont Moria aussi. L'esplanade des mosquées, qui ne sont pas toutes des mosquées d'ailleurs. Et là-dessus, c'est censé être le lieu non seulement du sacrifice d'Isaac,
dans la tradition juive, et c'est devenu le lieu pour les Juifs des 2 temples qui ont symbolisé leur union religieuse et politique pendant des siècles. Le premier temple étant celui construit par Salomon, le fils de David, vers 900 et quelques avant Jésus-Christ. Temple qui a été détruit par les Assyriens, si mes souvenirs sont bons. Lequel a été rebâti, mais un peu à la va-vite, au 5e, 6e siècle, etc., et que Hérode a embelli, en fait, autour de 30, enfin de 30 après Jésus-Christ, enfin un peu avant, hein, autour de 0, si vous voulez, voilà. Et c'est Titus qui a détruit et pris la ville de Jérusalem à la suite d'une révolte, etc., et qui a détruit jusqu'aux fondations ce temple, dont il ne reste plus que le fameux mur dit des Lamentations en Occident, Kotel Ma'ariv pour les Juifs, qui était un mur de soutènement en fait de cette esplanade et de ce temple. Et sur cette esplanade, on trouve désormais, on trouve 2 bâtiments musulmans d'une importance grande. 3e lieu saint de l'islam. 3e lieu saint de l'islam, le dôme du rocher, qu'il ne faut pas dire que c'est une mosquée, ce n'est pas une mosquée, c'est un bâtiment commémoratif bâti autour du rocher sur lequel Mahomet est censé avoir pris son envol vers les cieux, justement. Et le second, c'est la mosquée El-Aqsa, qui est construite, elle, sur un plan basilical qui n'a rien à voir avec justement cette mosquée. Et donc ça, c'est un ensemble pour les musulmans qui a été reconnu par le calife Omar, celui qui a pris la ville pour la première fois, le chef des armées arabes musulmanes, en 638. Donc on voit cette situation qui est quand même une situation folle, compliquée, dites-vous. On a un mur, au sommet de ce mur, esplanade qui fait quelques terrains de football, mais qui n'est pas très vaste, sur lequel donc on a 2 édifices religieux. Je vais ajouter quelque chose même, que ce mont Moria et le mur est compris dans un waqf, c'est-à-dire un bien inaliénable musulman, qui est administré par les Jordaniens depuis un certain temps. Voilà. Et alors, ce que vous pouvez dire aussi, c'est que, a priori, la présence israélienne n'y est pas souhaitée. Non. Bien sûr. Et puis, de l'autre côté, parce que donc là, on a la question judéo-musulmane, mais il y a aussi des chrétiens, malgré tout, à Jérusalem, puisque là aussi, c'est un lieu saint pour la chrétienté, évidemment. Et là, on a le parcours du Christ, et puis... il y a le parcours du Christ qui a été reconnu dans des lieux par la fameuse impératrice Hélène, à l'époque byzantine, et sur lequel le mont du Golgotha et le tombeau a été élevé le Saint-Sépulcre. Ça, c'est le bâtiment essentiel. Il y en a d'autres dans la vieille ville, dont un qui est domaine français, l'église Sainte-Anne. Donc, ce lieu, eh bien, il est partagé. Alors là, le problème c'est qu'il est à nouveau partagé. Et voilà. Ce n'est plus une compétition, si vous voulez, de sainteté entre plusieurs foi différentes. Parmi les chrétiens, il y a toutes sortes de confessions, on va dire, qui se partagent ce bâtiment jusqu'à des droits simplement d'usage, parfois sur le toit, et tout est extrêmement codé. En plus exactement, ça a été longtemps sans code très très précis, sous l'administration des Turcs, on en parlera, et lesquels ont, en 1852, fait établir une liste des droits et des usages, qu'on appelle la liste donc, des lieux saints, et qui à l'époque... dans ce 19e siècle, était une liste des lieux saints chrétiens. On pensait lieux saints, c'était chrétien, pas forcément les autres lieux saints. Et là aussi, ces églises se sont faites la guerre presque au sens propre. L'Église a brûlé une fois, suite, je crois, alors on a beaucoup accusé l'Église éthiopienne d'avoir allumé la mèche. En tout cas, il y a une situation là également qui est assez inflammable. Les clés de l'Église appartiennent à une famille... Oui, la famille Noussaïbé. Palestinienne depuis... Noussaïbé, qui viennent chaque matin, enfin le chef de famille vient ouvrir l'édifice et vient le fermer le soir aussi. Et quand vous dites que c'est des luttes inexpiables, vraiment il y a eu des incidents très nombreux, très sanglants parfois, et particulièrement entre catholiques et grecs orthodoxes.
lesquels ont beaucoup profité de la faiblesse des catholiques et de leur présence très très faible pendant un certain nombre de siècles pour grappiller des places, et c'est eux qui ont l'espace le plus important dans le Saint-Sépulcre. Donc c'est vraiment une ville qui rend fou. Au sens propre, il paraît. On a même identifié un trouble de Jérusalem. Le syndrome de Jérusalem. Voilà. On voit d'ailleurs quand on se promène dans ces rues très étroites de la vieille ville, puisqu'il faut imaginer une ville médiévale, un certain nombre de personnes qui n'ont manifestement plus leur raison, plus la totalité de leur raison, déambuler ainsi. On voit cela à l'extérieur donc de ces murailles. Il y a, comme vous l'avez dit, la ville moderne avec les quartiers juifs et les quartiers arabes, les deux villes étant à la fois une même ville, on parle de Jérusalem, très distinctes dans leur apparence et leur peuplement. Alors, ça reste en plus très distinct. En fait, il faut distinguer la souveraineté, enfin la souveraineté de fait sur la ville, qui est israélienne depuis 1967, dans son entièreté, mais effectivement, les Israéliens ont fait beaucoup pour effacer la séparation, pour prendre pied aussi à l'Est, sans arriver à effacer ces différences qui viennent du fait que, tout simplement, il faut démarrer de là, en 67, les habitants de Jérusalem-Est ne sont pas partis en masse, ne sont pas fui en masse, comme en 48 dans beaucoup de régions. Et ils ont fait le vide, si vous voulez. Et les Israéliens ont alors, après, se sont installés, si vous voulez. Mais là, le problème de Jérusalem démarre véritablement là. Ça ne veut pas dire que sa sainteté commence là, elle est bien antérieure. 67, c'est une date importante puisque c'est l'arrivée des Israéliens dans cette ville avec des images fameuses où l'on voit les soldats israéliens, Moshe Dayan notamment au mur des Lamentations. Comment en est-on arrivé là? Cette ville, si l'on remonte par exemple au XIXe siècle, à quel type de Jérusalem a-t-on affaire? Qui trouve-t-on dans cette ville qui à l'époque était évidemment... En 67. Non, là je vous propose justement de raconter comment on en est arrivé à 1967 en remontant à la présence turque dans cette ville, pour essayer de voir comment cette ville est devenue celle qu'elle est aujourd'hui. Ce sont les Ottomans, plus exactement on disait Ottomans à ce moment-là, qui ont pris possession de la ville après plusieurs dynasties musulmanes différentes en 1517. Enfin, la ville a été prise par le général ottoman qui était là à ce moment-là, le 30 décembre 1516, vous voyez, donc 1517, et ils ont été chassés par une armée britannique en 1917, justement. Ça tombe bien. Voilà. Et cette ville, sous les Ottomans, était une ville qui a entamé sa modernisation, comme je l'ai expliqué. Les quartiers, les nouveaux quartiers dus à une immigration importante, déjà, enfin relativement importante, avaient débordé de l'enceinte de Soliman. Et donc... il y avait des quartiers juifs, c'est vrai, plus à l'ouest, comme j'ai dit, des quartiers musulmans plus à l'est, mais il n'y avait pas de séparation véritable. Il y avait des quartiers qui s'inséraient, le musulman qui était un peu au milieu de quartiers juifs. Il y avait des quartiers neutres aussi, souvent à la sortie des portes dont vous parliez tout à l'heure, la porte de Jaffa en particulier, c'est-à-dire c'était des zones commerçantes, où tous les commerçants avaient des confessions différentes, ce qui permettait aux clients d'avoir tout le temps des boutiques ouvertes aussi, et parfois un habitat. C'est important ce que vous dites, parce qu'il faut jongler entre les fêtes religieuses, le Shabbat, le dimanche. Et un habitat qui s'était greffé, qui était aussi un petit peu multiple. Et puis vient le mandat britannique, en fait. Je suis obligée, pour cette question de là que vous me posez, de sauter un peu les temps. Donc ce mandat britannique s'établit à la faveur d'une campagne militaire dirigée par le général Allenby, c'est bien connu, en 1917. Et le mandat britannique s'installe véritablement au début des années 20, légitimement en droit international, sanctionné par la SDN, la Société des Nations à l'époque.
Et là, les Britanniques avaient un projet extrêmement consensuel, faire quelque chose, une ville d'harmonie, de paix, etc. Et ça a tourné complètement... Oui, je crois que ça n'a pas marché. Ça a tourné très mal, très rapidement, et il y a eu des affrontements judéo-arabes périodiques. En fait, il y en a eu déjà à Jérusalem dès 1920, ce qui d'ailleurs a un petit peu inquiété les dirigeants britanniques, mais qui pas au point qu'ils renoncent. Oui. Et alors c'est important ce que vous dites parce que ça témoigne de la complexité de l'histoire. Ça veut dire qu'il y a toujours eu une présence juive dans cette ville. Majoritaire, déjà. Les Juifs étaient majoritaires à cause de l'immigration dont j'ai parlé, qui provient de mouvements qui remontent plus loin dans le temps, de mouvements religieux, c'est-à-dire des personnalités très pieuses qui voulaient venir à Jérusalem, prier à Jérusalem, mourir à Jérusalem, etc. Et puis là-dessus, c'est greffé à partir des années 1880 des rameaux, si vous voulez, de progrès d'une idéologie politique, fondamentalement, qui est une idéologie d'abord pré-sioniste et puis sioniste avec Herzl à partir de la fin du 19e siècle. Donc voilà, ça a apporté cette population, ce qui explique le débordement aussi au-delà des murs. La paix ne s'installe pas dans la ville. Alors, c'est surtout, voilà, on revient au mandat à ce moment-là, les rapports s'exacerbent, si vous voulez, parce que le projet politique sioniste prend du corps. Il a été reconnu par la communauté internationale, puisque dans le mandat, il y a la déclaration Balfour que les Anglais ont adressée à Lord Rothschild, ça complique encore les choses, en novembre 1917, juste quelques jours avant le début de l'invasion anglaise en Palestine. Et donc, le conflit s'exaspère, on ne peut pas rentrer dans les détails, mais c'est ainsi que ça se passe. Donc, c'est surtout une date tournante, c'est 1929, parce que dans l'été 1929, il se trouve que le mandat britannique était dégarni de troupes largement pour des mesures d'économie, que le commissaire anglais, le haut commissaire n'était pas là, il était en vacances en Grande-Bretagne, etc. Bref, des problèmes qui se posaient au mur déjà depuis un an à peu près, s'est envenimé parce que, en gros, le mur était devenu une sorte de symbole. Il a toujours été un symbole religieux, mais ça s'est paré de dimensions politiques dans l'intervalle avant. Et du coup, les Arabes musulmans ont été très chatouilleux sur des changements apportés à la scène et au petit corridor pavé qui était devant le mur. Et les Juifs avaient apporté une sorte d'écran pour séparer femmes et hommes comme dans une synagogue. Ils ont estimé que c'était une sorte faire acte de propriété, etc. Ça a tourné vraiment à des émeutes avec des morts d'hommes à Jérusalem. C'est terrible parce que là aussi, il faut imaginer l'espace d'une porte cochère. Oui, parce que maintenant, on voit le mur aussi avec cette grande esplanade qui a été construite après 67. Ils ont détruit tout un quartier. Bon. Mais avant, c'était un corridor devant. Hein. Donc, c'est vraiment dans des espaces minuscules que tout se passe. Donc, des morts, etc. Et ça s'est répandu dans la ville avec des assassinats divers et variés, dans d'autres villes saintes aussi juives de la Palestine de l'époque. Et du coup, on a vu commencer une stratégie de sécurité qui commence à s'installer dans l'urbanisme juif. C'est-à-dire qu'il y a quelques colonies, comme on disait, un peu éloignées, trop vulnérables, qui ont été abandonnées, d'autres qui ont été musclées. Vous voyez, si vous voulez, il y a une sorte de configuration ouest-est qui se confirme. Et puis, vous avez la révolte arabe de 36-39 qui a ajouté encore avec des grèves, etc., tout ça incarné par le fameux grand mufti Adjamin el-Husseini. Fameux notamment parce qu'on lui reproche ses accointances nazies postérieures. Et donc, lorsque la guerre survient, la guerre mondiale, là, les Anglais ont juste avant, en 1939, décrété qu'ils abandonnaient le projet Balfour, en fait, qu'il y a un plan qui est connu. Il y a eu une conférence qui s'est tenue à Londres en 1939, vu que ça n'a pas marché. Vous savez, les conférences de la dernière chance qui ne marchent jamais. Et ils ont décrété qu'il n'y aurait plus d'immigration juive, ou très peu, pendant un temps limité, plus de vente de terre à des juifs, etc., etc. Enfin, ils gelaient tout cela. Et que dans 5 ans, on voterait dans telle limite qui donnait l'avantage aux
aux Arabes. Hein. Et les Juifs de Palestine sont entrés en guerre, néanmoins du côté des démocraties, parce qu'ils n'avaient pas le choix, tout simplement. Hein. Mais ils espéraient beaucoup, et des conservateurs britanniques ou des travaillistes qui allaient peut-être alterner, parce que c'était un gouvernement conservateur à ce moment-là, qu'il changerait. Le livre blanc ne serait pas appliqué, si vous voulez. Or, lorsqu'il s'est avéré que ça ne changeait rien, qu'en 1945, l'Angleterre était toujours sur cette ligne-là, eh bien, il y a eu une dégradation encore pire, des attentats incroyables contre les Anglais, contre les Arabes, qui eux-mêmes faisaient des attentats, etc. Et finalement, l'Angleterre dit j'en peux plus, j'ai plus les moyens, j'ai plus d'argent, oui, puis, j'en peux plus, je supporte dans quel plus. Dans quel guépier, voilà. Dans quelle galère. Donc, ils ont remis le bébé, à l'ONU. Laquelle ONU a décrété la nomination d'une commission d'enquête, laquelle a enquêté, et a remis un plan et qui a été adopté par l'ONU. J'allais dire, ça a été très, très compliqué, la campagne avant, et qui a été adopté le 30 novembre 1947. Et ce plan, c'était 2 États, avec des limites assez abracadabrantes, hein, parfois, et un corpus separatum devant inclure Jérusalem et ses environs, dont Bethléem quand même, hein, c'est des grands environs. Oui, donc là, on est Bethléem, 30 km de Jérusalem ? Oui, à peu près. Ouais. Et si à Jérusalem, on avait une majorité juive, dans la zone, le corpus separatum, c'était une majorité arabe. Bethléem, c'est une ville arabe. Le plan, de toute façon, n'est adopté par personne, je veux dire des gens qui sont intéressés sur place. Ben Gurion, qui dirigeait à ce moment-là l'agence juive, donc l'autorité politique supérieure des Juifs de Palestine, ils ont accepté le plan parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, mais les Arabes ont été unanimes à refuser le plan parce que l'accepter, ça aurait été accepter tout, quoi, en quelque sorte. C'était impossible pour eux. Donc, il y a eu tout de suite une guérilla, plus qu'une sorte de... Oui, une guérilla très soutenue qui a visé à isoler la ville de Jérusalem, qui est devenue une guerre en mai 1948. Voilà, avec les pays arabes. La guerre éclate, donc la guerre d'indépendance. La déclaration d'indépendance est faite. Oui, en mai 1948. On est à peu près au 77e anniversaire. Hein. Israël donc devient un État indépendant. Jérusalem, en revanche, a un statut encore particulier, puisque entre 1948 et 1967, la situation diffère. Alors déjà, en 1948, quand Gurion proclame l'État d'Israël, c'est depuis Tel Aviv, depuis le musée juif à Tel Aviv, hein. Pas à Jérusalem. Pourquoi ? Parce que Jérusalem est en guerre encore. D'ailleurs, d'autres parties du pays aussi. Mais à Jérusalem, c'est la guerre vraiment pour les Arabes, enfin les troupes arabes, et surtout la Légion arabe jordanienne, qui est la meilleure unité qui existait, ne voulait absolument pas donner corps à ce corpus separatum, parce qu'il y a à la fois, il y a les ambitions aussi du roi de Jordanie dans cette affaire-là. Au fond, il y a eu en 48 et 49, 50 et 51, puisqu'il est mort à ce moment-là, le roi Abdallah était assez d'accord avec les Israéliens, puisque c'est devenu des Israéliens, pour ne pas que Jérusalem soit internationalisé, en fait, soit un corpus separatum internationalisé. Donc, ils ont chacun, comme ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord avant sur un partage, ils ont donné la voix aux armes. Bien sûr. Hein, et la voix aux armes, en novembre 1948, c'était plié. La Légion arabe du roi Abdallah avait conquis l'est de Jérusalem, dont la vieille ville. Et les Israéliens ont tenu dans la ville nouvelle de l'ouest. Voilà. Donc, c'est une séparation en deux. Et c'est la raison pour laquelle le mur, donc le fameux mur des lamentations, est jordanien, tandis que le reste... Le reste ne l'est pas. Donc, dans la Jérusalem israélienne de ces années 50, 60, il n'y a pas de lieu saint de cette ampleur, vous voyez. Donc, et d'ailleurs, normalement, dans les accords, si vous voulez, parce qu'il y a eu un accord d'armistice entre la Jordanie et Israël en 1949, normalement, les Jordaniens auraient dû donner libre accès au mur, ce qui n'a pas été le cas. Les chrétiens ont pu venir du monde entier visiter les lieux saints chrétiens du côté jordanien. Les Israéliens et les Juifs, d'une façon générale, n'avaient pas le droit d'y aller. En 1967, donc, Jérusalem devient totalement
israélien, mais là encore, la ville conserve un statut spécifique. On l'a vu de nombreuses années plus tard, quand Donald Trump a décidé, par exemple, de déplacer l'ambassade des États-Unis depuis Tel Aviv jusqu'à Jérusalem, ce qui, donc, n'allait pas de soi. C'est-à-dire que la communauté internationale, en tant que telle, n'a pas reconnu l'annexion. C'est une politique, d'ailleurs, de la communauté internationale en général. Ce n'est pas du tout une manœuvre anti-israélienne en soi. Hein. Donc, pour la communauté internationale, pour l'ONU, etc., Jérusalem-Est n'est pas israélienne en droit international. Hein. Vous voyez, le clivage est là. Et c'est pourquoi, effectivement, tous ces pays ont gardé, sauf le Guatemala, je crois, enfin 2-3 républiques sud-américaines, ont gardé leur ambassade ou ont installé une ambassade à Tel Aviv, en général. Hein. Alors effectivement, les États-Unis ont longtemps gardé aussi leur ambassade à Tel Aviv, jusqu'à 1995, où elle est restée à Tel Aviv, mais le Congrès a voté pour le déplacement de l'ambassade, ce qui revient à dire qu'ils reconnaissent que Jérusalem est la capitale unifiée d'Israël, mais pour des raisons politiques, pour ne pas compromettre le processus de paix d'abord, pour ce genre de choses, le Congrès votait de 6 mois en 6 mois le report du déménagement, en fait. Et finalement, dans la campagne, Clinton avait annoncé ça, hein, c'est sous Clinton que ça s'est passé. Et Trump a, en 2017, lors de sa première campagne électorale, annoncé qu'il le ferait, et il l'a fait bel et bien en 2018, entraînant quelques autres petits pays. L'avenir de Jérusalem, donc il y a la question, donc on l'a bien compris, la vieille ville, la ville nouvelle, Jérusalem-Est, Jérusalem-Ouest, et puis la manière dont la présence israélienne s'étend autour donc, de ces zones. Alors, après 67, Israël a voulu placer sur le terrain, l'incarner, si vous voulez, sa présence et sa souveraineté. Donc d'abord, il s'est agi d'effacer la césure, la cassure qu'il y avait entre les deux Jérusalem. Hein. Pour ceux qui voyageaient, on voyait très bien, il y avait une différence quand vous étiez sous Port de Damas ou porte de Jaffa, vous voyez bien qu'il y avait une zone de no man's land, c'était des ruines, fouillis, il y avait des infiltrations, mais c'était extrêmement dangereux, hein, et il y avait des snipers qui agissaient de part et d'autre. Bon. Donc ils ont voulu effacer cette plaie, en quelque sorte, alors avec des jardins, des constructions très luxueuses en général, les résidences, on est en plein centre, hein, du coup, voilà. Et puis, il y a eu, là-dessus, s'est greffé des actions du genre, alors d'abord liées au plan du Grand Jérusalem, qui a consisté à créer des colonies stratégiquement du côté Est, de manière à encercler les quartiers arabes pour rompre la continuité avec la Jordanie. Hein? Et alors ça, c'est particulièrement important du point de vue géostratégique, puisque ces colonies, donc le Grand Jérusalem, qui renvoie évidemment au Grand Israël, est aujourd'hui un enjeu dans de possibles négociations. Bien sûr. Et en plus, on dit des colonies forteresses, c'est souvent sur des monts, puisqu'on a parlé un peu du site, mais on n'a pas parlé de ce côté montagneux, relativement montagneux, puisque Jérusalem est à 750 mètres à peu près d'altitude. Et là-dessus, ils ont aussi, il y a eu des quartiers qui se sont insérés entre les quartiers arabes, les quartiers juifs qui ont été insérés entre les quartiers arabes, vous voyez, pour cantonner en quelque sorte. Là-dessus, vous avez toute une politique municipale pour contrarier, empêcher les ventes des résidences arabes, pour si des Arabes déménagent, ils ne peuvent pas revenir. Enfin, il y a beaucoup de choses de ce genre. Et puis en plus, il y a une sorte d'abandon aussi des quartiers arabes du point de vue des crédits municipaux. Hein. Il y a le pourcentage du budget municipal pour les quartiers arabes par rapport aux quartiers israéliens, ça n'a pas concouru à effacer la différence. Hein. C'est sûr. Donc vous avez toute cette politique, voyez, qui s'est déployée pour vraiment rendre tangible dans le paysage, dans la réalité de la ville, l'emprise israélienne.
Oui, c'est-à-dire qu'en conclusion, Catherine Nicot, ce que l'on peut dire, c'est que Jérusalem est en miniature une forme de résumé de la complexité de cette situation proche-orientale. C'est un résumé, c'est un gros problème à surmonter, c'est même le pire, puisque dans le processus de paix qui s'est déroulé dans la première moitié des années 90, c'était le dernier sujet, un des derniers sujets qu'on devait aborder, parce qu'on a eu le sentiment qu'il fallait aller créer la confiance, etc. Et en fait, ça a envenimé tout, parce que tous les partis, les radicaux de chaque côté se sont acharnés à saboter, si vous voulez, cet espoir qui nous a échappé. Voilà. Merci beaucoup, Catherine Nicot. Vous êtes historienne et on vous doit notamment une histoire de Jérusalem aux éditions du CNRS. À très bientôt dans d'autres clés de compréhension du Moyen-Orient.